Bonjour à tous, bienvenue sur Nyon Région Télévision pour votre journal d'actualité. Au sommaire, aujourd'hui, le château de Divonne en proie aux flammes. Les pompiers de Nyon ont été mobilisés. Après la neige de la semaine dernière, voici venu le froid polaire. Vous l'avez naturellement remarqué. Nous ferons un point sur les nombreuses perturbations liées à ces conditions météo. Et puis les partis politiques en ordre de bataille pour les élections cantonales. Nous recevrons Fabienne Frémont-Contonne du Parti socialiste et Guillaume Toutot-Moran, l'indépendant. Les images sont impressionnantes. Un gigantesque incendie a ravagé mercredi soir le château de Divonne qui compte en son sein un hôtel de 33 chambres. Les pompiers du service d'incendie et des secours de Genève et de Nyon ont prêté main forte à leurs collègues français. Aucune victime, heureusement, n'est à déplorer. Andrea Brasse-Lepeau. Le château de Divonne-les-Bains a été la proie des flammes mercredi soir 18 janvier. Le bâtiment abrite actuellement un hôtel 4 étoiles lourdement endommagé par l'incendie. La totalité de la toiture a été détruite et l'eau a fait d'importants dégâts. L'alerte a été lancée à 18h50 par les employés. Nous avons été appelés vers 19h pour un feu qui est parti au niveau du deuxième étage du bâtiment. Feu qui s'est rapidement propagé à la toiture et qui malheureusement a embrasé la totalité de la toiture. Nous on a été alarmés aux alentours de 18h50 pour un renfort justement avec un tonne-pompe et une échelle automobile au château de Divonne, donc pour un début d'incendie. Et lorsqu'on s'est présenté sur place, la situation s'est rapidement dégradée. Est-ce qu'on sait comment l'incendie s'est déclenché ? Non, absolument pas sur l'origine. C'est parti au niveau d'une pièce qui était en façade, mais je n'ai pas de formation sur l'origine du sinistre. Vers 22h, lorsque nos caméras sont arrivées sur place, le feu était maîtrisé. Alors nous, on a maintenant 2 canons en place qui partent donc depuis notre tonne-pompe. Un qui va sur l'échelle automobile, qui est en extinction sur la toiture. Un deuxième qui est posé côté Lausanne du château, sur le sol et qui vient arroser cette partie côté Lausanne. Voilà, c'est ce qu'on va faire nous jusqu'à encore quelques heures. Ensuite, c'est clair qu'on va se retirer. Il y a un moment où on va laisser nos collègues français terminer l'installation. Aucun blessé, aussi bien parmi les 30 résidents, les 30 personnes qu'il y avait à l'intérieur de l'hôtel, 6 résidents, 23 employés, qui eux ont rapidement évacué avant même notre arrivée. Et au niveau des sapeurs-pompiers, on a un sapeur-pompier français qui a été victime d'un coup de chaud, mais qui a pu reprendre son activité. Alors, plus fort de l'intervention, nous avons eu 30 véhicules de sapeurs-pompiers, avec 80 pompiers environ engagés, sapeurs-pompiers donc français, ainsi que nos collègues du CSIS de Genève, service incendie de Nyon, ainsi que le SSA de l'aéroport. On est actuellement 11 sur site, avec donc une échelle automobile de 32 mètres, un véhicule tonne-pompe 6000 litres, et puis des véhicules plutôt légers pour les transports. Pourquoi est-ce qu'il faut faire appel aux gens de Genève et de Nyon ? Alors c'est dans le cadre de nos accords et de nos renforts en termes de proximité pour qu'on ait une montée en puissance rapide pour pouvoir circonscrire au mieux l'incendie. C'est bien clair qu'on se met à disposition de nos collègues français, c'est eux qui dirigent cette intervention et nous on leur met nos moyens à disposition au profit de leur intervention. Ça se passe toujours très bien. Peut-être un détail près, c'est qu'on n'a pas les mêmes raccords. Donc il y a des raccords suisses et des raccords français. On a donc des pièces de raccordement qui permettent de raccorder nos tuyaux ensemble. Mais une fois passé ce genre de petits soucis, tout se passe très bien. Le lendemain, les pompiers finiront d'éteindre le feu et pourront enfin rentrer à l'intérieur du château pour être sûrs qu'il n'y a pas de foyer résidu et faire la mise en sécurité du bâtiment. Je vous le disais en titre, la bise glaciale et tempétueuse s'est abattue cette semaine sur l'arc lémanique. Elle a fait le bonheur des amateurs de photographie et de belles images, à l'instar de notre producteur Florian Cavalleri qui s'en est donné, vous le voyez, à cœur joie. Une situation qui n'est pas sans rappeler la vague de froid de 2012. Sur les routes, les conditions météo ont semé la zizanie, et c'est peu de le dire. Les congères ont provoqué quelques accidents et de nombreux ralentissements. L'autoroute A1 a même été fermée dans la matinée, mardi, entre Aubonne et Rolle, sans compter les perturbations sur les lignes CFF, en particulier entre Morges et Alamand. La CGN a également dû interrompre ses liaisons sur le lac. À noter aussi que plusieurs écoles de la côte ont fermé leurs portes, notamment les établissements scolaires de Applebière, Genelier et Bonien. Des examens pratiques de conduite ont même été annulés à cause de la météo à Nyon. Et puis enfin, cette bonne nouvelle pour les amateurs d'or blanc, les pistes de ski de la région ont enfin rouvert.
Et la météo, on en parle aussi avec notre invité. Il s'agit d'Olivier Ries. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'unité de prévention et de proximité de la police Nyon Région. Alors, adjudant, c'est quelques jours de conditions météo difficiles. Quel bilan vous tirez au niveau de la police ? Alors vraiment pour la région de Nyon, effectivement quelques congères, Prangin, Cran-Près-Séligny. À Nyon, ce qu'on a eu, donc il y a un sapin qui est tombé à la place du château, où heureusement pas de blessés. Quelques barrières qui sont tombées sur des véhicules où là c'est des dommages matériels, mais pas d'accidents graves, uniquement quelques accidents dégâts matériels. D'ailleurs, parce qu'au vu des conditions, et si on a pris l'autoroute, on voyait des accidents qui étaient impressionnants au bord de la route, aucun blessé. Pour la région de Nyon. Hein. Oui. Après, c'est vrai que l'autoroute, j'ai pas de chiffres, je ne peux pas vous renseigner. Mais effectivement, sur la région, on n'a pas de blessés. Alors, effectivement, la police cantonale confirme qu'il n'y a pas d'accident grave qui s'est déroulé justement durant ces quelques jours. Sur l'année 2016, si on devait dresser un bref bilan, quels ont été les faits marquants pour la police de Nyon ? Donc, au niveau des accidents, alors toute l'année, on a quelques accidents, pas d'accidents mortels. Donc, ça, c'est aussi déjà une chose qui est réjouissante. Mais voilà, des accidents, ça, il y en a. Un mot sur la campagne de prévention avec cette affiche qui est de rigueur ces jours-ci, dégivrée. L'importance, on va le rappeler, d'une bonne maîtrise de son véhicule lorsqu'on roule dans ces conditions, pas d'ailleurs que pour les automobilistes, mais pour tout un chacun qui sort. Oui, effectivement. Donc, ce qu'il faudrait anticiper, c'est avant l'hiver, c'est déjà d'équiper son véhicule avec de bons pneus neige. Nous, on préconise, ce serait d'avoir 4 mm de profil. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. À savoir qu'un pneu neige, c'est pas uniquement quand il y a de la neige, c'est aussi question de température en dessous de 7 degrés. C'est important d'avoir un pneu qui tient la route. Et pour quand il y a les conditions qui sont mauvaises, c'est vraiment toutes les vitres doivent être dégagées, les rétroviseurs également, les phares, et même le toit et les capots. Ce que régulièrement on voit, c'est le toit où il y a 10 cm de neige. Et là, donc la semaine prochaine, on va faire un contrôle de circulation conséquent, où là, on va sensibiliser quand on peut en donnant un flyers et un grattoir, mais les cas graves, les personnes seront dénoncées par contre. Vous n'hésiterez pas à sévir si nécessaire. Exactement. Donc, un mot aussi pour Olivier Ries concernant l'événement de cette semaine, c'est la venue du président chinois Xi Jinping. Il était à Berne, à Davos, il est passé par Lausanne, puis ensuite Genève. Plusieurs polices de Suisse, en tout cas du canton de Vaud, ont participé à cette opération. Au-delà des détails de l'opération que vous ne pouvez pas nous donner naturellement, en tout cas la police de Nyon était engagée du côté de Lutry et de Lausanne. Du point de vue du policier que vous êtes, un tel événement dans une carrière, ça marque forcément. Ah, effectivement, moi, je n'ai pas été engagé directement, mais c'est vrai que mes collègues avec qui j'ai discuté, c'est un événement qui est conséquent, où on rencontre d'anciens collègues qu'on a pu croiser dans notre carrière. Et, ce qui n'était pas évident ces 2 jours, c'était les conditions météo, où là, effectivement, c'est là où... Ça a ajouté une difficulté en plus. Exactement, oui, exactement. Olivier Ries, un grand merci pour votre présence sur ce plateau. On évoquera tout à l'heure, en fin d'émission, la situation dans vos locaux à Nyon avec un sujet. On y reviendra tout à l'heure. Bonne journée, merci. Merci. Connaissez-vous le concept de capitale culturelle suisse ? Vous connaissez forcément l'exposition nationale qui a lieu tous les 25 ans. Eh bien, l'association Capitale culturelle, présidée par Daniel Rosla, souhaite mettre en place cette manifestation tous les 4 ans environ, en Suisse, reprendre finalement le modèle des villes culturelles qui existent en Europe, raccourcir le délai donc, et l'enjeu est de faire la promotion économique à travers la culture. Daniel Rosla au micro d'Andrea Braslepo et de Florian Cavalleri. Il a plusieurs casquettes, vous le connaissez notamment en tant que syndic de la ville de Nyon et aujourd'hui il se présente comme président de l'association Capitale culturelle suisse. Daniel Rosla, bonjour. Bien le bonjour. Vous présentez une nouvelle manifestation culturelle d'envergure nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément de quoi il s'agira ? Alors l'idée c'est d'avoir un concept d'une capitale culturelle dans le pays qui aurait lieu tous les 4 ou 5 ans. Mais il faut peut-être rappeler que j'avais été impliqué dans le projet d'Expo 02. J'ai été pendant 5 ans et 3 mois dans ce projet enthousiasmant, fatigant, mais extraordinaire. Et puis, je m'étais occupé de tous les événements. J'étais directeur des events. Et à la fin d'Expo, il y a eu un questionnement. Qu'allons-nous devenir ? Est-ce qu'il y a un avenir pour Expo ? Que va-t-il rester de cette édition ? En fait, on a dû constater qu'il restait pratiquement rien.
Et puis, quelle est la bonne formule? Est-ce que la formule de l'exposition nationale tous les 25 ans a vraiment un avenir? Donc, c'est tout ce questionnement qui a amené à la création d'une association pour la capitale culturelle du pays et d'imaginer un concept de capitale culturelle. En termes de processus politique, où est-ce qu'on en est? Parce que là, on voit qu'il y a une étude qui est faite détaillée, mais quelle est l'action qui se fait concrètement maintenant? Alors notre proposition, c'est d'ouvrir le débat, bien sûr, parce que c'est relativement compliqué. On a vu que les expositions nationales, on parle beaucoup d'argent pendant longtemps. On s'est dit qu'on avait peut-être un projet à faire plus rapproché, moins coûteux aussi. Et maintenant, il s'agit de présenter ce projet à l'Union des villes suisses. On va avoir une présentation au mois de mai. Et il faut que les villes soient d'accord, bien sûr. Notre rôle, c'est de susciter le débat. On n'a pas un brevet, on n'a pas l'intention d'être les artisans de tout le projet. Le but, c'est pas que Nyon soit la prochaine capitale culturelle. Le but, c'est plutôt de favoriser le débat et de faire en sorte qu'au niveau des villes, puis des cantons et de la Confédération, il y ait un engouement et que cet engouement puisse aboutir à la création de ce concept. Vous avez parlé d'argent. Comment sera financée cette manifestation? Alors, la difficulté va forcément être importante de ce côté-là, puisque la Confédération a un budget relativement faible pour la culture, se consacre pour le cinéma de manière relativement importante, et puis avait assez peu de moyens pour d'autres choses. Donc, il faudrait qu'au niveau de la Confédération, il y ait un budget, soit un budget d'encouragement, c'est le minimum, soit un budget relativement conséquent qui permettrait de mettre en place ce concept. Et puis, les villes vont avoir un rôle important à jouer. Les villes candidates devront, bien sûr, mettre de l'argent pour que l'année puisse être riche d'événements. Et puis, je pense qu'il faudra trouver d'autres moyens, y compris des moyens privés. Ce que je souhaiterais, c'est que l'argent ne soit pas le moment permanent de discussion, comme on l'a eu dans le cadre d'Expo, où on n'a parlé que d'argent pendant tout le temps, sauf à la fin où finalement les gens ont constaté que c'était un grand succès. Donc je pense que c'est important de parler d'argent, il faut en parler peu mais bien. Dans le cas précis, il s'agit d'avoir un montage réaliste pour éviter les débats qu'on a eus dans la dernière exposition nationale. Voilà, et la question se pose de savoir si Nyon a ses chances de pouvoir organiser justement cet événement. Est-ce que le syndic de Nyon va pousser la candidature de la ville? On retrouve Daniel Rosselin. Par rapport à ces villes qui peuvent se porter candidates, quels sont les critères auxquels elles devront répondre? Pour qu'une ville puisse être candidate, il faut qu'elle bénéficie d'un certain nombre d'infrastructures, de manière à ce qu'il n'y ait pas que des infrastructures éphémères qui ont un coût relativement élevé. Il faut que ce soit une ville qui ait quelques moyens quand même, puisqu'il faudra mettre en place un budget, et qu'elle soit capable de mettre en valeur les artistes, les talents de la vie culturelle de son territoire, qui est un premier élément. Ensuite, il faut aussi une capacité hôtelière, il faudra probablement certains éléments techniques. Donc, il y a beaucoup de villes suisses qui pourraient le faire, ou alors elles devront se mettre en collaboration avec leur région. Il ne s'agit pas d'avoir seulement des villes de plus de 100 000 habitants qui puissent être candidates, sinon le choix serait trop restreint. Mais je pense qu'il faut quand même des villes d'une certaine taille pour être capable d'accueillir un tel événement. Nyon, elle correspondrait à ces critères? Nyon, ça serait un peu la limite inférieure, j'imagine, parce qu'on a une capacité hôtelière qui est relativement faible. On a des infrastructures trop peu nombreuses pour accueillir des grands événements. Ça veut dire qu'il faudrait pas mal d'infrastructures éphémères. Mais je pense qu'il y a beaucoup de villes en Suisse qui mériteraient d'avoir la capitale culturelle avant Nyon, parce que Nyon a déjà la chance d'être la capitale du cinéma pendant quelques jours en avril, la capitale de la musique pendant quelques jours en été. C'est déjà pas mal. Et puis, je pense que le Tessin, par exemple, ou Lucerne, ou d'autres régions de Suisse mériteraient d'avoir un coup de projecteur pour être capitale culturelle du pays pendant une année. On l'a dit au début de l'interview, vous vous présentez en tant que président de l'association, mais quelle serait votre implication directe dans le projet ? Mon rôle est de vraiment favoriser le débat. J'imagine qu'il y a plusieurs phases dans un projet. Nous sommes dans la phase de concept. Ensuite, il y aura une phase de mise en œuvre un peu du concept et ensuite une phase de réalisation
L'expérience montre que ce sont souvent des équipes différentes qui participent à ça. C'est clair que j'aurai un grand plaisir à accompagner ce projet, mais il faut être réaliste. Mes tâches à la fois à la ville de Nyon et à Paléo ne me laisseront pas suffisamment de temps pour m'impliquer comme il le faudrait dans un tel projet. Est-ce que ça serait une manière de terminer en beauté votre carrière publique ? Bon, bien sûr, on peut toujours parler d'un testament, mais je ne suis pas pressé de mourir et je ne suis pas pressé de prendre ma retraite. Donc j'ai plein d'envies, plein de choses à faire. J'ai toujours été très curieux, toujours été ouvert à plein d'idées. Et puis l'expérience d'Expo m'a marqué suffisamment pour que j'ai envie de poursuivre la réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser le dialogue confédéral, pour faire en sorte que les Suisses n'aient pas que la culture anglo-saxonne qui les réunisse, parce que c'est un peu le cas aujourd'hui, et de faire en sorte qu'il y ait davantage d'artistes suisses qui soient connus de tous les côtés du pays, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Voilà, et on profite de la présence de la municipale nyonnaise en charge de la culture avec nous sur ce plateau, Fabienne Frémont-Contonne. Bonjour. Bonjour. Juste pour vous demander, quand on écoutait Daniel Rosla, vous nous disiez, ça c'est un joli projet, c'est quelque chose qui vous parle naturellement. Municipale de la culture, d'une ville de culture, de grande culture, non, c'est exceptionnel. J'espère qu'on va être choisi. Notre région le mérite. On vous retrouve dans quelques instants, Fabienne Frémont-Contonne, pour parler cantonal. À noter, une dernière chose également concernant la ville de Nyon, qui reçoit le 19 janvier la Fiche d'Or. C'est une récompense, une distinction qui récompense une commune suisse pionnière dans la mise en œuvre de mesures exemplaires pour développer le marché de la mobilité électrique. Les cantonales, je vous le disais en titre, les partis politiques fourbillent leurs armes et les candidats sortent du bois. Parmi ces candidats, un candidat qui s'est déjà présenté aux dernières élections en tant qu'indépendant, et c'est le cas encore cette fois-ci, c'est Guillaume alias Toto Morand. Bonjour. Bonjour. On vous connaît comme un entrepreneur, vous avez plusieurs magasins de basket. On vous a connu aussi suite à la votation sur les minarets, où vous avez construit un faux minaret au-dessus de vos dépôts à Bussigny. Deuxième essai cette fois-ci, avec un objectif, c'est un test finalement pour vous. C'est un test pour voir si le premier coup d'essai à plus de 5% était juste un coup du hasard ou bien si mon discours fait mouche auprès des électeurs vaudois. Donc si ça passe, là, vous avez fait la dernière fois 5,7% des votes. Donc là, l'objectif, c'est si vous faites plus, vous lancez un mouvement citoyen. Il faudrait réfléchir parce que je pense que dans le canton de Vaud, comme on voit partout dans le monde émerger des mouvements citoyens, ça ne serait pas un mal qu'il y ait une fois un mouvement citoyen dans le canton de Vaud qui prenne de l'importance. Ouais. Mais en l'occurrence, moins à droite que son homologue genevois. Ah ben tout à fait, ce sera un autre genre, ni droite ni gauche. Bien au contraire. Telle est la devise. On vous connaît bien sûr profilé plus à gauche, voire à gauche de la gauche. Vos chevaux de bataille, en ce moment, c'est contre la réforme de l'imposition des entreprises troisième du nom. Vous voulez lutter contre la pénurie de logements. Comme par hasard, ce sont des thématiques soumises en votation. Le mois prochain, ce lancement de campagne et cette présentation de votre candidature, c'est aussi pour faire passer avant tout ce message. Moi, j'ai été beaucoup engagé sur la fiscalité lors de ma première tentative. C'est sûr que ça restera un de mes chevaux de bataille. Je pense que la RIE 3 est une réforme nécessaire, mais que, comme on peut le lire dans les journaux, toutes les déductions offertes par le Parlement fédéral ont été beaucoup trop loin, ce qui comporte de gros risques pour les communes vaudoises d'avoir les caisses qui vont se vider et au final une baisse des prestations ou une augmentation des impôts. Le message est passé, Guillaume Morand. Le but est atteint en l'occurrence pour ce sujet-là et la visibilité. Parlons un peu des idées, de vos idées. Je le disais, vous êtes entrepreneur. Un entrepreneur qui militait contre finalement la sacro-sainte croissance. Est-ce qu'une société peut évoluer telle qu'on la connaît sans croissance ? Il faut que les téléspectateurs sachent que je serais bénéficiaire si la RIE 3 passait. Maintenant, j'ai des convictions. Je vois que dans le canton de Vaud, on a vu le pouvoir d'achat des Vaudois qui a baissé depuis 15 ans, malgré une croissance extraordinaire. Pouvoir d'achat qui a baissé notamment par la hausse des prix des loyers, par la hausse des assurances maladie. Je pense que dans la région lémanique, tout le monde est concerné. Donc si par malheur cette RIE 3 passait et que le pouvoir d'achat des Vaudois continuerait à baisser, on pourrait vraiment voir des mouvements de contestation, un peu du genre populiste, comme on a vu, parce que c'est ce qui s'est passé en Angleterre, aux États-Unis. Un pouvoir d'achat qui baisse et des gens qui se révoltent contre le système. Est-ce que le but de vos interventions, c'est de placer un maximum le mot RIE 3 ?
Non, pas du tout. Non, j'aimerais que les Vaudois aient le pouvoir d'achat qui augmente, et puis peut-être qu'ils achèteront plus de baskets. Hein. Le message est passé aussi. Il y a un autre candidat de la gauche, c'est Yvon Lucarini à Vevey, qui est aussi un candidat de la décroissance. En quoi est-ce que vous vous différenciez de ce candidat? Moi, je ne suis pas du tout à la gauche de la gauche. Je suis un entrepreneur, je suis pour la libéralisation du commerce. Un entrepreneur peut-être à gauche de la gauche. J'aimerais que le débat se déplace sur un sujet qui me semble beaucoup plus important, c'est la baisse des impôts sur les personnes physiques, au final. Et comment on compense alors? Si on baisse les impôts, il faut bien que les sociétés payent juste pas le plein pot, pas 13,8%, mais qu'elles aient des déductions avec un plancher. Et puis je pense que c'est normal que les multinationales, qui sont quand même pleines d'argent, participent en payant un impôt raisonnable, sans aller jusqu'au taux qu'on pourrait avoir avec toutes les déductions qui vont être à 3%. Donc encore moins que ce qu'elle paye avec les statuts spéciaux. C'est là où le bas blesse. Fabienne Frémont-Contonne, Guillaume Morand n'en démord pas. Alors je reste avec vous juste sur la RIE3. Le PS vaudois est dans une situation un peu particulière. Elle a soutenu officiellement, en tout cas, la RIE3 pour l'objet cantonal qui était soumis au vote l'an dernier. Qu'en est-il aujourd'hui de cette votation? Votre position personnelle? Sur la RIE3 fédérale, absolument contre. Les arguments qu'a développé M. Morand sont les miens. Il y a un paquet fédéral qui n'a pas été vraiment négocié au Parlement. Vous avez soutenu la RIE3 au niveau vaudois? Au niveau vaudois, oui. Il y avait un équilibrage qui a été fait, c'est-à-dire que des allocations familiales ont été augmentées. Il y a eu un plafond qui a été mis aux assurances maladie. Il y a de l'argent qui a été mis sur les crèches. Donc les citoyens recevaient quelque chose. Donc les entreprises recevaient quelque chose et aussi les citoyens. Cette RIE3 fédérale, c'est un hold-up et les citoyens vont devoir remettre de l'argent ou perdre des prestations, je suis d'accord. Guillaume Morand, bravo, vous avez réussi votre défi pour la RIE3, manifestement. On revient au cantonal avec le congrès du Parti socialiste vaudois qui avait lieu le week-end dernier. Et Fabienne Frémont-Contonne, vous étiez candidate parmi les deux autres candidates. C'est finalement Cécile Amarel qui a été choisie par les militants du PS. Avant de vous retrouver et de discuter, vous restez avec nous également, Guillaume Morand, pour évoquer cette question-là. Votre réaction, c'était au lendemain justement de ce congrès, une réaction recueillie par Rodolphe Henner. Fabienne Frémont-Contonne, bonjour. On est dimanche, le lendemain du scrutin du Congrès socialiste. On le sait, donc maintenant, vous ne serez pas conseillère d'État. Alors peut-être un jour, mais en tout cas pas cette prochaine législature. J'ai beaucoup donné pour cette campagne, établi un programme, rencontré beaucoup de monde, fait connaître notre district autour du canton. C'était une très belle aventure. La suite ne va pas être celle que je pensais, mais tant pis. Voilà pour cette réaction à chaud. Fabienne Frémont-Contonne, donc maintenant c'est Cécile Amarel qui va former le ticket avec la gauche, donc Béatrice Métro, Pierre-Yves Maillard et Nouria Gorité. Le parti à la rose possède naturellement des épines et en l'occurrence on sait que Pierre-Yves Maillard avait, de manière même indirecte, quoique on peut être très clair sur sa position, avait soutenu un autre profil qui n'était pas le vôtre ni celui de Cécile Amarel. Est-ce que ce choix de Cécile Amarel signifie, je choisis un gros mot à dessein, un schisme au sein du Parti socialiste vaudois? Non, moi, j'ai pas ressenti les choses du tout comme cela. C'est pas un affront vers Pierre-Yves Maillard? Non. Pierre-Yves a exprimé le besoin d'avoir des listes qui soient représentatives de toute la population. Ce qui n'est manifestement pas le cas du Grand Conseil. Pour le Conseil d'État, c'était le Congrès qui devait choisir. Il a choisi d'ailleurs une candidate avec une grande majorité pour marquer le fait qu'on doit être tous unis. Soit. Mais tout de même, on voit, quand on est journaliste, en discutant avec des élus du Parti socialiste ou des militants du Parti socialiste, il y a des mots très durs qui ont été prononcés à l'encontre de Cécile Amarel, sur sa personnalité, sur sa manière d'être. C'est difficile à croire de notre point de vue de se dire finalement maintenant on oublie tout ça et puis on va tous prendre le même train, on est ensemble. C'est une situation qui est délicate. Moi, j'apprécie Cécile, donc je l'ai toujours dit. Vous n'avez pas de problème avec elle? Absolument aucun problème. Vous n'avez de problème avec personne? Vous êtes un peu la candidate qui va bien avec tout le monde? Moi, je ne pense pas que je vais bien avec tout le monde, mais je respecte tout le monde et je pense qu'on m'aime bien et on m'apprécie pour cela. Donc le parti a fait un choix, évidemment dans un parti tel que le Parti socialiste. C'est un grand parti. Il y avait des gens qui avaient des préférences, peut-être que des fois des gens ont dit des choses, mais voilà, c'est maintenant la grande famille s'est réunie
réunis, pratiquement 600 personnes samedi. Elle a choisi, on est unis maintenant pour la suite. Guillaume Toto-Morand, est-ce que vous allez, dans votre bulletin de vote, glisser des noms auprès de ce ticket de la gauche ? Je pense que oui. Peut-être pas tous, parce que j'ai mes petites histoires aussi que je ne rendrai pas publiques. Mais... Contre Pierre-Yves Maillard ? Non, disons contre... C'est cela, Marelle, alors. Non, pas contre cela. Alors, il reste Béatrice Métro et non, Gloria. Non, c'est sûr qu'avec M. Maillard, il y a eu des petites promesses non tenues, qui étaient vraiment une toute petite promesse qui ne m'a pas tenue. Donc, vous l'avez en travers de la gorge ? Non, pas du tout, mais je m'en souviens. Donc, ça sera peut-être dur que, pour cette année de me joindre pour que je me désiste, vu comment ça s'est passé la dernière fois. Oui. Mais maintenant, comme ce qui s'est passé au PS, je pense que peut-être il y a eu une faute à un certain niveau pour que tout cela sorte dans la presse et puis que ça fasse une histoire comme ça. Je pense qu'il y a eu une petite erreur, je ne sais pas de qui, à un moment donné. Ça fait toujours de la peine de voir des gens s'écharper alors qu'ils font partie des mêmes partis. Est-ce que, Fabienne Frémont-Contente, vous reconnaissez qu'en termes de communication, ça aurait pu être mieux géré ? Au début, effectivement, on était assez libre d'aller de l'avant. On a géré ça, je dirais, comme des chefs au féminin. Il y avait de la place pour les trois. On a mis en avant nos qualités, nos personnalités propres. On l'a fait dans tout le canton, devant la presse, etc. Donc, on a très bien géré ça. Je crois que aucun regret. Mis en avant la région, ça j'en suis convaincue. Appris à connaître des gens, enfin, en ce qui me concerne. Donc, des réseaux encore plus larges. Je pense une meilleure efficacité dans mon travail de député municipal. Puis, naturellement, une visibilité aussi pour vous. Vous en avez profité durant cette pré-campagne, on va dire, de primaire pour le Parti socialiste. Une dernière chose, on a appris tout récemment le retrait d'Isabelle Chevalet des Verts libéraux. On sait que maintenant, officiellement, le PLR va s'allier avec l'UDC sans une alliance élargie à l'ensemble de la droite. C'est une bonne nouvelle pour le Parti socialiste. Pour le Parti socialiste, il ne regarde pas trop qui la contre. Il déroule. Il déroule son programme. Vous voulez nous dire que le ses PS ne fait pas de calcul politique en fonction des adversaires en face ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'Isabelle Chevalet ou pas, UDC avec PLR ou pas, c'est peut-être deux ou trois choses vont être dites différemment. Mais c'est la majorité qui est en jeu quand même. Mais on va gagner. Voilà l'optimisme de Fabienne Frémont-Contente. Je dirais que c'est peut-être une erreur de la part du PLR de s'allier avec l'UDC, avec toutes les initiatives qui ont passé et dans lesquelles on est emmêlé. Je parle des criminels étrangers, je parle du 9 février. Donc le message du PLR est complètement brouillé et n'est presque pas plus crédible, je dirais. Bien, au vu des propos tenus sur ce plateau, naturellement, on recevra prochainement des partisans de la réforme de l'imposition des entreprises et puis des membres du PLR ou du DC. Un grand merci pour votre participation. Bonne chance, du coup, pour cette élection. Bonne chance pour vos candidats et candidates. Fabienne Frémont-Contente. Bonne suite. À bientôt. Merci. Retour sur les questions policières. On recevait tout à l'heure l'adjudant RIS de la police Nyon Région. Les locaux de la police à Nyon ne sont pas aux normes. En attendant le déménagement de la place du Château à la zone industrielle de Champ-Colin, les policiers ont invité justement la presse à un état des lieux. C'était la semaine dernière. Florian Cavalleri, Andreas Praslopo y ont promené leurs caméras. On est vendredi 13 et la police Nyon Région espère que ce chiffre va lui porter chance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une journée porte ouverte à destination de la presse était organisée. Le but, montrer dans quelles conditions travaillent les collaborateurs de la police nyonnaise. Roxane Faro, vous êtes la municipale en charge de la police à Nyon. C'est urgent de changer de locaux. Alors oui, c'est urgent. Alors l'urgence, malheureusement pour nous, enfin le but qui est de construire un nouvel hôtel de police à Nyon et un centre de sécurité régional à Champ-Colin va quand même prendre quelques années. Un préavis a été déposé lors du dernier conseil communal donc de la commune de Nyon. Ce préavis a pour but de demander un montant de 140 000 francs pour un appel d'offres d'architecture dans le but de créer ce nouvel hôtel de police. Olivier Rechat, vous êtes le commandant de la police Nyon Région. Concrètement, dans quelles conditions travaillent les collaborateurs ? Alors les collaborateurs travaillent de manière efficiente, mais dans des locaux qui sont particulièrement vétustes, qui ne sont pas adaptés, notamment par rapport au flux de personnes qui sont amenées à y venir, notamment les auteurs de plaintes, une personne, Monsieur Tout-le-Monde,
qui pourraient être amenés à être confrontés, à croiser le chemin d'une personne qu'on vient amener dans les locaux de police. On a par exemple des box qui sont à proximité immédiate de la centrale d'engagement, ce qui pose un souci quand on a une personne qui est en box, qui est détenue, qui commence à être un petit peu exubérante. Et en même temps, on a les personnes qui viennent se présenter à la réception qui sont amenées à voir ce genre de scène ou à subir ce genre de désagrément. On pourrait dire que ça pose aussi des problèmes de déontologie au quotidien. Exactement, ça pose des problèmes de déontologie et puis ça pose des problèmes légaux puisqu'on a des cellules qui sont actuellement qui ne sont pas adaptées aux normes requises par rapport à la détention. En quittant cet hôtel de police, ça permettrait aussi d'accéder aux vœux de la municipalité qui est de remettre du commerce sur cette place du château, de la vider de l'administration communale. Alors, la vider de l'administration communale, toute l'administration communale, je ne pense pas. Mais effectivement, la municipalité a la volonté de redonner de la vie à cette place du château. On est dans une zone d'hyper-centre-ville, une zone touristique. Et il est clair que je pense que c'est aussi une attente de la population, c'est-à-dire avoir une place du château qui soit accueillante, ou une vraie piazza. Moi, j'ai toujours envie de dire une vraie piazza à l'italienne, où quand les beaux jours sont là, les gens ont du plaisir à rester là le soir, et voilà, que ce soit vivant. Donc dans ce but-là, effectivement, le service de mon collègue Claude Uldry a déposé ce préavis pour pouvoir se donner la possibilité de faire déménager l'hôtel de police. Alors si cet hôtel de police se reconstruit à Chancolin, est-ce que la police Nyon Région garderait une antenne de proximité au centre-ville, éventuellement dans ses locaux même? C'est tout à fait ma volonté. Olivier Rochard, quand vous travaillez au quotidien, il y a aussi un problème, c'est la circulation, on est en zone 30, les opérations d'urgence, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce qu'effectivement, c'est aussi le souhait d'avoir une ville animée. C'est une ville qui est particulièrement animée, on a une place du château qui est vivante, effectivement. Il y a souvent des manifestations qui sont organisées ici. Et puis c'est sûr que par rapport à nos services d'urgence, quand on doit amener une personne ou comme ça, ce n'est pas des conditions qui sont idéales. Roxane Faro, aujourd'hui, on est donc en janvier. Quel est l'échéancier prévu pour ce nouvel hôtel de police? Alors, nous espérons avoir un nouvel hôtel de police fin 2020, début 2021. C'est aussi ce qui nous est demandé pour obtenir notre accréditation définitive par Police Nyon Région. Vous l'avez dit, le préavis a été déposé au conseil précédent et va donc être traité au prochain conseil qui sera le 30 janvier. Je l'espère. Ça dépendra de la vitesse de travail des commissaires qui étaient sur ce préavis. Mais je pense qu'il y a de bons espoirs. Roxane Faro, Olivier Rochard, merci beaucoup de nous avoir fait cette visite spéciale presse à l'hôtel de police Nyon Région. Merci. Le Salon international de la haute horlogerie bat son plein à Genève. Dans un contexte relativement tendu, de nouvelles marques indépendantes tirent leur épingle du jeu à l'image de la société lyonnaise Montfort Watches. On reçoit son directeur et cofondateur Philippe Curaclé. Bonjour. Bonjour. Un très joli succès avec un financement participatif de vos montres. Combien vous avez pu récolter ? Alors, la plateforme, donc on était sur une plateforme participative aux États-Unis, le Kickstarter, qui se terminait le 17 décembre. On avait comme objectif de lever 80 000 francs et on a levé 242 000 francs. Waouh, félicitations, c'est déjà magnifique. Ouais, c'est magnifique. Il y a plusieurs cas d'autres marques indépendantes qui ont aussi cartonné sur ces sites de financement participatif. Comment vous l'expliquez ? Je pense que c'est une manière qui est un peu différente et on n'a pas besoin d'avoir autant d'argent pour pouvoir lancer une marque. Et ça permet aux petites structures comme les nôtres de valider un peu leur projet. Et c'est plus facile pour commencer une start-up de se dire, voilà, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas ? Nous, clairement, on voit que ça vaut la peine. Parce qu'on lever 242 000 francs en 30 jours, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait faire ça assez régulièrement. Donc on est très content de ce que nous avons pu faire en 30 jours. Par rapport à votre état d'esprit, vous m'expliquiez tout à l'heure que vous travaillez avec finalement un système de valeurs, des objectifs qui sont quand même très différents des grandes marques que l'on connaît sur la place. Alors oui, nous, déjà, on n'a pas l'argent que possèdent ces grandes sociétés pour pouvoir, par exemple, on parle du SIHH ou de Baselworld. Vous y êtes d'ailleurs au SIHH. Alors SIHH, on y va, c'est plus pour des contacts, pour lier des contacts avec les journalistes, avec les blogueurs, pour voir où nous pourrons développer notre marque. C'est pas un pacte avec le diable ?
Non, je pense pas, parce qu'on y va plus en temps. On n'a pas de stand là-bas, hein, parce que déjà avoir un stand là-bas, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'argent, parce que c'est des milliers de francs, que ce soit à Bâle ou à SIHH. C'est vraiment des sommes qui sont... c'est ingérable pour une petite structure, mais on y va plus d'une manière pour lier des contacts, pour trouver comment implanter notre marque dans certaines autres parties du monde, parce qu'on a pu voir avec le Kickstarter, ça nous a déjà donné une petite idée d'où les gens ont acheté la montre. Alors vos montres, justement, on les voit ici, c'est des montres qui, le prix de vente est autour de combien pour ces montres? Alors celle-ci que vous avez à main est autour de 1400 francs. Après, on a celle-ci qui est autour de 1600 francs et celle que je porte au poignet qui est autour de 1800 francs. Et en l'occurrence, Swiss Made, donc ça répond aux normes Swissness. Il y a au moins 60% fabriqués en Suisse. La particularité de vos montres, vous me disiez, ce qui explique aussi ce coût, c'est un procédé novateur. Voilà, nous, on voulait créer une montre traditionnelle, donc Swiss Made. On portait beaucoup d'importance, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle s'appelle Montfort aussi, parce que c'est en Suisse. Mais on veut innover. Et l'innovation, nous, elle passe par la technologie, par la distribution également. La technologie, c'est le cadran, c'est l'impression 3D d'acier. La boîte, on a un procédé pour durcir l'acier, ce qui nous permet d'éviter toutes les micro-rayures que vous pouvez avoir sur les montres après un usage quotidien. Et la deuxième manière d'innover, c'est là où on a notre gros cheval de bataille, c'est vraiment sur la distribution. Et c'est là où, je pense, on sort notre épingle du jeu par rapport aux autres grandes marques. Vous sortez des circuits voilà, habituels. on veut avoir plus de transparence, on veut qu'il y ait une maximisation de la logistique de distribution. En gros, on veut que la personne qui puisse acheter sur Internet ou dans un magasin soit traitée de la même manière, qu'il n'y ait pas de différence entre ces deux manières d'achat. Une dernière chose, rapidement, vous me disiez aussi tout à l'heure au niveau du coût de vos montres, vous me disiez le coût de ma montre, elle est quasi identique à celle de grandes marques, mais qui vont la vendre 4-5 fois plus cher. La marge Alors la marge, c'est exactement plus ou moins ce que je vous ai expliqué maintenant. On voit aujourd'hui les distributeurs ont des marges qui sont très grandes. Parfois, ça peut aller jusqu'à 60%. Donc c'est de limiter ces intermédiaires, finalement. Voilà. En passant par des intermédiaires où en disant que l'intermédiaire chacun a la même part du gâteau, que c'est partagé et pas juste un prend 60%, l'autre 10%. Ça permettra d'équilibrer et on aura une transparence des prix et les prix seront plus justes et on aura toujours le même prix partout où on se trouve. Philippe Curatlet, merci pour ces explications. Et puis bonne chance, c'est en tout cas bien parti. Vivement la suite. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve naturellement la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'édition de votre région pour l'actualité. En attendant, portez-vous bien et sans mauvais jeu de mots, couvrez-vous, il fait froid, sortez couverts donc. Et très bonne suite de programme sur NRTV. À bientôt. Ciao.